Bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour des raisons évidentes de temps, j'ai réduit un petit peu les choses, donc j'ai remanié un petit peu ce que je voulais dire. Et j'ai réorienté un petit peu mon propos autour d'un sujet qui m'est cher et qui est très lié aussi à ma participation au projet de l'Observatoire du plurilinguisme africain. Donc je vais parler de politique linguistique et notamment de politique linguistique scolaire. Penser sans expérience personnelle est impossible, je crois. Toute pensée est une pensée d'après, une pensée à la suite de la chose. Je vis dans le monde moderne et c'est là que je fais mes expériences, évidemment. Bien d'autres l'ont constaté avant moi. Je cite Hannah Arendt, 1964. Donc d'abord, dire d'où l'on parle. Je m'intéresse à la fabrique des politiques linguistiques éducatives et plus précisément scolaires, et particulièrement aux politiques d'éducation biplurilingue et interculturelle. Mes questionnements se sont inscrits dans la continuité d'un parcours à la fois personnel, professionnel, universitaire, qui m'a mené de la France métropolitaine au Mexique, en passant par le Brésil, la Guyane, la Malaisie, l'Indonésie, le Laos, l'Inde, bref, des pays extrêmement divers linguistiquement et culturellement. Parcours qui a évolué progressivement vers un regard et une démarche scientifique, un chemin de vie donc, où l'expérience concrète des politiques linguistiques éducatives s'est mêlée à la réflexion et surtout au besoin de comprendre. Réflexion à la fois de plus en plus large sur le phénomène des langues minorées et sur la gestion du multilinguisme, et réflexion de plus en plus pointue sur la gestion politique des langues de l'école et des langues de scolarisation. Ce parcours m'a amené à me poser la question simple en apparence, mais à la fois si complexe: quelle langue de scolarisation pour nos enfants? Comme beaucoup d'autres, je suis depuis longtemps convaincu qu'une des manières de gérer le multilinguisme de nos sociétés est de généraliser la scolarisation biplurilingue. Il ne s'agit pas, à travers la scolarisation biplurilingue, d'enfermer dans leur langue les enfants locuteurs de langues minorées, qu'elles soient indigènes ou de l'immigration d'ailleurs, mais au contraire de former des citoyens plurilingues capables d'évoluer dans des sociétés à la fois localisées, nationalisées, globalisées, tout en leur permettant de jouir des nombreux et indubitables bénéfices de leur langue première. Si je me suis tournée vers ces questions, c'est que j'ai été frappée par le constat saisissant des conséquences catastrophiques de la mauvaise gestion étatique des langues de scolarisation dans les sociétés multilingues dans lesquelles j'ai vécu. Frappée par les inégalités scolaires induites par cette mauvaise gestion du multilinguisme et qui se répercutaient dans tous les domaines de la vie sociale. Frappée par l'incapacité de certains responsables politiques de conjuguer école et plurilinguisme sans penser substitution. Donc concrètement, mon travail cherche à répondre à une simple question: pourquoi ça coince? Pourquoi ne parvenons-nous pas à résoudre les difficultés que pose la diversité linguistique à l'école? Pourquoi nous est-il si difficile de mettre en place des programmes de scolarisation qui correspondent aux configurations linguistiques locales? Pourquoi est-il si difficile de penser une configuration linguistique scolaire qui serait en adéquation avec un écoumène multilingue? À ce stade, plusieurs distinctions méritent d'être faites, ce qui permet en même temps de clarifier certaines notions. D'abord, une distinction fondamentale qui me semble a été sous-évaluée hier, entre la politique et la planification linguistique. Distinction fondamentale car elle permet de distinguer les orientations des modes d'agir. Avec Calvé, disons que la politique linguistique est la détermination des grands choix en matière de relations entre langue et société, et que la planification renvoie au processus de mise en œuvre de ces grands choix. Une autre distinction fondamentale peut être faite entre 4 types de planification linguistique, de mode d'agir, donc de processus. Les 3 synthétisés dans le modèle intégré de Nancy Hornberger en 2002, les traditionnelles planifications du statut, planification du corpus, et puis la planification de l'acquisition linguistique telle que modélisée par Robert Cooper en 1989 et qui renvoie directement aux questions de politique linguistique éducative qui concernent toutes les problématiques liées au curriculum, à la formation des enseignants notamment. Auquel on ajoute un 4e type de planification, la planification du prestige d'Hartmann ou encore de Baldauf, qui a trait à toutes les questions relatives aux représentations, aux imaginaires linguistiques. Mark Fitz lie inextricablement la politique et la planification linguistique. Je le cite, « La planification linguistique doit être liée à l'évaluation critique de la politique linguistique, la première fournissant des critères de rationalité et d'efficacité,
La seconde, confrontant les idées aux pratiques actuelles afin de promouvoir le développement de meilleurs modèles de planification. Un tel domaine serait mieux nommé politique et planification linguistique. La recherche dans ce domaine recouvre donc à la fois l'analyse des cycles évolutifs de formation, de formulation, des processus de mise en œuvre et d'évaluation des politiques. La recherche sur les politiques linguistiques scolaires en tant que domaine d'application spécifique implique l'étude des mêmes cycles appliqués aux langues de l'école, et notamment ceux visant les langues de scolarisation. Dès 1953, dans le rapport d'experts sur l'emploi des langues vernaculaires dans l'éducation, l'UNESCO, tout en soulignant les difficultés inhérentes à l'introduction de ces langues comme langues de scolarisation, insistait bien moins sur les obstacles proprement linguistiques ou didactiques d'une telle entreprise que sur les entraves d'ordre social, politique, économique et pragmatique. Après des décennies d'expérimentation dans de nombreux pays multilingues et d'accumulation des échecs ou des non-résultats, voire des politiques négatives, il semble incontournable de repenser la gestion des langues de scolarisation et à travers elle notre approche des politiques linguistiques scolaires. Pour ce faire, il est intéressant d'observer les évolutions de la réflexion sociolinguistique. Dans un ouvrage collectif de 2010, Tabouret-Keller transcrit les réponses que lui avait faites Ophélia Garcia, alors secrétaire de rédaction de The International Journal of Sociology of Language, dirigée à l'époque par Fishman, à la question suivante. La question était « Quels sont les changements constatés au cours des 10-15 dernières années dans la formulation des sujets et des contenus des textes soumis au journal ?» Ophélia Garcia lui donne une réponse en 8 points qui concernent directement la politique linguistique. Parmi eux, j'en cite quelques-uns, on est passé des attitudes envers les langues aux idéologies linguistiques, on critique la notion de diglossie comme trop dogmatique et comme devant être assouplie dans son application. On est passé de la diversité linguistique comme problème à la diversité linguistique comme un droit, comme une ressource. On met davantage l'accent sur les études de discours et sur la réalité comme construit discursif que sur la langue. On conteste la planification linguistique comme une activité impulsée d'en haut pour la remplacer par les locuteurs et les acteurs. On parle davantage de liberté d'action laissée aux locuteurs et moins de contrôle gouvernemental ou étatique. Sur ce dernier point, je rebondis avec une question. De manière générale, les locuteurs ont-ils partout le pouvoir d'imposer leur langue dans la vie sociale? Autrement dit, ont-ils la possibilité, la liberté de l'intégrer dans la vie de la collectivité? Ce qui nous semble juste est de promouvoir toutes les langues bien vivantes, celles dont les communautés entières de locuteurs se servent dans leur vie quotidienne et dont elles réclament l'usage dans leurs affaires locales, dont l'éducation. Avec Calvé, nous gardons à l'esprit que les langues sont faites pour servir les hommes et non pas l'inverse. Cela signifie tout simplement qu'une langue n'a pas à être protégée par principe, mais qu'elle doit l'être chaque fois que ses locuteurs en ont besoin. Réflexion sur le besoin, donc. Nous nous basons sur les besoins essentiels, dont la satisfaction constitue l'objectif des politiques de développement. Selon Éric Berne, les besoins essentiels sont éducation, santé, alimentation. L'éducation est donc un droit et un besoin essentiel. On sait désormais que la scolarisation biplurilingue est une manière de contribuer à la qualité de l'éducation dans les environnements multilingues fondamentalement instables. De fait, la scolarisation biplurilingue dans ces environnements peut être considérée comme la réponse ou comme une réponse à un besoin qui contribue au développement. Un développement ne prend sens que s'il est orienté vers la recherche du bien-être social ou, comme diraient les tout-couleurs, l'être bien ensemble. Joseph Kizerbo a développé le concept de développement endogène dans le contexte de la Haute-Volta pour marquer le lien entre le développement et la prise en charge par les populations de leur destin. Je le cite, « Aucun peuple ne s'est développé uniquement à partir de l'extérieur. Si on se développe, c'est en tirant de soi-même les éléments de son propre développement. En réalité, tout le monde s'est développé de façon endogène. Le développement est un phénomène total qu'il faut embrasser dans sa totalité. Et dans cette totalité, les facteurs culture et éducation sont primordiaux. Et les facteurs les plus intimes du développement sont presque indéfinissables et impalpables. » Cette définition du développement de Kizerbo, qui insiste encore sur l'éducation, nous mène à la notion d'agentivité, qui est au cœur d'une approche résolument critique de la politique linguistique. Selon Risanto, elle est la variable clé qui sépare les approches précédentes, positivistes et technicistes, des nouvelles, critiques et postmodernes,
L'agentivité permet d'appréhender le rôle des individus et des collectivités dans l'évolution des usages linguistiques, des attitudes et dernièrement des politiques. En 2000, Thomas Risanto a développé son écologie du paradigme des langues pour faire le point sur les grandes tendances de la recherche en politique linguistique. Il s'appuie sur d'autres travaux, notamment ceux de Philipson, Tollefson, Pennycook, Kanegaraja, qui étudient les relations entre les politiques linguistiques et les idéologies de pouvoir. Selon Nancy Hornberger, Risanto a identifié 3 éléments essentiels de la recherche en politique linguistique contemporaine: l'idéologie et l'écologie, mais aussi l'agentivité. Selon Williams, ce triptyque a une influence majeure dans le champ de la recherche en politique linguistique actuelle et permettrait de renouveler son cadre théorique. En prenant en compte l'agentivité, ou donc la capacité d'action des acteurs, il s'agit de tenter de comprendre leur rôle, leur poids dans la fabrique des politiques, mais aussi les relations qu'ils entretiennent. Faut-il encore rappeler avec Calvé que toute planification présuppose une politique, la politique d'un pouvoir. Ce qui nous mène à la politologie et à la philosophie politique, ce qui implique de penser les conditions de réalisation de l'action collective, soit dans les termes d'Hannah Arendt, de penser les conditions de réalisation de l'action politique. Selon Albert Bastardas Boada, la fragmentation artificielle de la pensée de la politique linguistique n'est pas le reflet de la réalité où tout est lié, impermanent et interdépendant. Cette sensation de savoir éclaté souligne les carences théoriques en matière de politique linguistique qui permettrait, à travers une approche inter- ou transdisciplinaire, de réconcilier les différentes disciplines et de disposer d'une vision globale. Mais la dimension politologique n'est pas sans poser de problème à une discipline qui s'est développée dans le champ de la sociolinguistique. Comme le signale Éloi déjà en 1997, en posant que la politique linguistique est une question politologique, nous, les sociolinguistes, nous sommes amenés à nous aventurer bien au-delà de nos compétences habituelles. Ceci n'est pas sans nous rappeler cette phrase de Troubetskoy. Je prends un petit peu de temps, mais je veux la dire, cette phrase. Ceci n'est pas sans nous rappeler cette phrase de Troubetskoy qui, en 1928, alors qu'il édifiait sa théorie de la phonologie, répondit à Jacobson en l'invitant à signer la proposition pour le congrès de La Haye. Je cite Troubetskoy. « Je voudrais seulement ajouter que, vu la nouveauté du problème, il serait désirable de présenter vos arguments de la façon la plus claire et la plus simple, sans craindre de les détailler quelque peu. Mettez-vous à la place d'une personne n'ayant jamais entendu traiter ces questions. N'oubliez pas que les linguistes, dans leur moyenne, sont des routiniers qui, en outre, sont peu habitués à la matière abstraite. Les sociolinguistes travaillant sur les politiques linguistiques scolaires sont quelque part les linguistes de Troubetskoy. Ils se retrouvent dans un au-delà des compétences qui sont généralement les leurs. Selon Éloi, pourtant, les questions essentielles se posent en termes de politique linguistique avec toutes les composantes du champ politique. Le domaine de la politique linguistique n'est qu'un chapitre de la science politique. C'est la raison pour laquelle les effets de la fragmentation disciplinaire se font lourdement sentir dans le domaine. Ils en appellent inévitablement à une inter- ou une transdisciplinarité. La prise en compte de la dimension politologique permet d'appréhender la politique linguistique comme des pratiques et des processus non seulement sociaux, mais sociopolitiques. Il n'y a pas si longtemps, Thomas Risanto soulignait l'aporie de la recherche dans notre domaine. Ce qui n'a pas été beaucoup traité est la pratique de la planification linguistique, c'est-à-dire le développement, l'implémentation et l'évaluation de politiques linguistiques spécifiques. Il est certain que c'est un aspect sous-étudié de la recherche en politique linguistique. Une raison pour expliquer le manque d'attention porté au mécanisme de la planification linguistique est le fait que la plupart des sociolinguistes et des spécialistes en linguistique appliquée ont peu, voire pas de formation en sciences politiques. Philippe Blanchet rejoint Risanto lorsqu'il écrit « On trouve bien davantage d'évaluations de situations ou de dynamiques sociolinguistiques que d'évaluations explicites d'interventions glottopolitiques. Paradoxalement, la recherche est de plus en plus marquée par cette conscience que les phénomènes d'intervention sur les langues échappent à la rationalisation et qu'il faut prendre en compte la multiplicité des acteurs et leurs relations pour tenter de les comprendre. » Philippe Blanchet nous rappelle que l'expression glottopolitique de Louis Guespin permet de prendre en compte des facteurs clés que la seule analyse des politiques aménagement linguistique, macro-sociolinguistique, n'intègre pas, ou pas suffisamment, c'est-à-dire les pratiques et les représentations interventionnistes des acteurs sociaux ordinaires. Je prends encore 2 minutes, mais je diminue un peu. Harold Schiffman insiste sur l'importance de concilier dans notre compréhension de la politique linguistique l'action de l'État et celle de la société dans ses manifestations les plus inconscientes ou localisées.
Pour comprendre les difficultés de mise en œuvre des politiques de scolarisation biplurilingue, il s'agit alors de considérer la politique linguistique scolaire du point de vue de ceux qui la font, une approche multisituée qui a pour objectif de souligner le rôle des acteurs, agissant parfois à des niveaux très différents, et le type de relations que ces différents niveaux entretiennent. Considérer la fabrique d'une politique linguistique scolaire comme un espace de négociation et d'activité au carrefour des recommandations globales, des choix étatiques et de revendications des populations locales. Les acteurs sont nombreux, peuvent être des enseignants, des chercheurs, des membres d'associations civiles, des exécutifs ou des fonctionnaires de l'État, des acteurs de la coopération, des membres d'ONG, des salariés de maisons d'édition, d'entreprises de traduction, de centres culturels, d'instituts de langue, des familles, etc. L'objectif est d'identifier les dynamiques réticulaires qui fabriquent les politiques dans le but de mesurer la participation des différents acteurs dans la conception de ces politiques et dans leur mise en œuvre. Je vais conclure sur cette phrase. Partant de ce qui précède, je tente de développer mes recherches autour de deux éléments clés. Tout d'abord, la dimension sociopolitique de la fabrique d'une politique linguistique scolaire. Il s'agit notamment de se pencher sur les tensions sociales et politiques inhérentes au processus complexe qui caractérise toute négociation politique dans des pays dits démocratiques. Et ensuite, la pléthore d'acteurs qui participent d'une manière ou d'une autre à l'élaboration d'une politique linguistique scolaire et à sa mise en œuvre. Donc tout cela mériterait bien sûr d'être développé, mais je terminerai en ces mots. Si les langues produits de la pratique sociale sont au service des hommes et non pas l'inverse, les politiques linguistiques scolaires produits de la pratique sociopolitique le sont tout autant. Je vous remercie.